Quelles sont les actions à dividendes croissants intéressants en ce mois d'avril 2026? C'est ce que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. Comme chaque mois, on met à jour ce screener sur Investing Pro. Vous avez 15% de réduction. Il y a le lien en haut à droite de l'écran, en plus des promotions habituelles. Les filtres, les paramètres de ce screener, on va prendre des market cap supérieurs à 1 milliard. Pourquoi 1 milliard? Bon, c'est pour avoir des des mid-cap déjà, ce qui est pas mal. Ça, on a des entreprises qui sont déjà bien établies. Un rendement du dividende supérieur à 4%. On peut, vu qu'il y a pas mal de dossiers intéressants en ce moment, on peut être restrictif et 4% c'est déjà intéressant. Avec une croissance du dividende supérieure à 10% en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on augmente lourdement le dividende. Ça veut aussi dire que ce sont des entreprises qui deviennent plus matures, aussi, il faut le savoir. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA inférieur à 3 fois pour éviter les dossiers qui sont trop endettés. On enlève les industries classiques, donc tout ce qui est rate, biotech, automobile, services financiers et marché des capitaux. Et on obtient une liste de 11 valeurs. Alors, on va zoomer comme ceci, on va refermer les filtres, on va zoomer comme ceci, et on va passer en revue les colonnes de ce screener. Alors, le nom de l'entreprise ici, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en euros, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût free cash flow, multiple de valorisation par rapport aux actifs tangibles, il n'y a pas de décote ici, on ne va pas regarder. Le PEG ratio, ça c'est plutôt pour les valeurs de croissance à la rigueur, si on va pouvoir regarder. Hop, pour GTT, puisque c'est une valeur de croissance. On va regarder aussi le rendement des capitaux investis, ça c'est une rentabilité économique, le rendement des fonds propres, rentabilité financière, le levier en termes de dette nette sur EBITDA et en termes de dette nette sur fonds propres, donc combien d'années d'EBITDA il vous faut pour rembourser la dette nette et combien d'années le rapport de force entre les créanciers et les actionnaires, le rendement du dividende ici et la sécurité de ce dividende en termes de free cash flow, au-delà de 100% des free cash flow versés, vous vous endettez pour verser le dividende, ce qui est rarement une bonne idée. Premier dossier en termes de market cap dans cette liste, on a Arkema. Alors, on n'est pas trié, pardon. Hop, je vais trier comme ceci. On va commencer plutôt par Michelin. Michelin, on est dans le pneumatique, donc c'est corrélé quand même au secteur auto, qui est quand même en difficulté, mais on adresse aussi le véhicule électrique. Et donc ça, c'est un marché qui fonctionne. Michelin, c'est un leader mondial avec Pirelli, avec les Japonais, Hankook par exemple. Mais les Chinois, c'est très concurrentiel et très cyclique du coup. 23 milliards d'euros de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il n'y a pas énormément de croissance dans ce secteur. C'est value en fait en termes de valorisation. On est à 5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, donc c'est peu cher. Et en rendement des capitaux investis qui est un peu juste au niveau de la création de valeur, on est à 7,6%. C'est pas très différent du coût moyen pondéré du capital. Michelin, voilà, c'est un peu limite pour ce qui est création de valeur à long terme. Toutefois, il génère pas mal de cash et ils le rendent bien aux actionnaires. Donc on est sur une dette nette sur EBITDA à 0,5, 14% des fonds propres, donc ça c'est bien maîtrisé. 4,6% de rendement du dividende avec 54% des free cash flow versés. Voilà, ça vous donne un dividende qui est quand même sympathique et qui est bien sécurisé. Donc après, évidemment, le cours de l'action, lui, sera un peu plus volatile, un peu plus cyclique. Si vous êtes là pour du dividende croissant, c'est pas forcément une mauvaise idée. On a peut-être, allez, si on attrape en bas de cycle, là, je pense qu'actuellement on est quand même en bas de cycle, on peut avoir une petite expansion de multiples, on pourrait aller jusqu'à 7 fois peut-être, et tout en bénéficiant du dividende qui est quand même sécurisé. Donc pourquoi pas du Michelin, peut-être un peu cyclique. Regarde en tête. Publicis Group. Donc on est dans le marketing, la communication, la publicité traditionnelle. C'est un oligopole, il n'y a plus que 4-5 gros acteurs. C'est donc publicité traditionnelle qui est disruptée par la publicité en ligne, tout ce qui est médias, tout ce qui est alphabet, etc. Publicité en ligne, méta. Et on a aussi le narratif, intelligence artificielle, qui a un peu attaqué ces actions. Moi, je pense qu'il est un peu surfait ce narratif et qu'en réalité, ces boîtes-là arrivent à l'intégrer dans leur process. C'est pas comme Téléperformance, on en parle après. Là, c'est vraiment, ils sont quand même sur des prestations à plus forte valeur ajoutée. Donc, ils ont bénéficié de cette intelligence artificielle. 21 milliards d'euros de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est quand même pas mal pour une boîte qui est mature. Ils font 5% d'organique et 5% d'externe. Donc, on est quand même sur une boîte qui a une croissance solide, même si elle est plutôt mature. 6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 11 en PE, 7 en price free cash flow. On voit assez multiple que le marché a quand même des doutes. Moi, je trouve que justement, c'est plutôt un niveau d'intervention et un seuil value, en fait, cette valorisation.
11% de rendement des capitaux investis, très bonne rentabilité opérationnelle, on ne fait pas capital intensif, donc c'est plutôt facile quand on n'a pas beaucoup d'actifs immobilisés. On est sur 0,5 en dette nette sur EBITDA, 16% des fonds propres. Donc, la dette est maîtrisée, 5% de rendement du dividende, 34% des free cash flow. Voilà. Publicis, moi je trouve que c'est un très bon dossier dividende déjà, et dividende croissant en plus. Donc, et en plus, un bon dossier value. Donc à mettre en watchlist. Après, évidemment, c'est un peu contrariant par rapport au narratif intelligence artificielle. Donc il faut surveiller cet aspect-là. GTT, on est dans le leader mondial de la membrane cryogénique pour le transport de GNL et autres gaz liquéfiés. Donc c'est un marché de niche, mais ils sont leader mondial, et vraiment archi leader, donc ça permet d'avoir des rentabilités qui sont hors normes. On est sur 9 milliards d'euros de market cap. Moi je pense que si ça continue, dans 6 mois, ils sont dans le CAC 40. Là, ils en sont tout proches. 15% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On est à 15 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 18 en PE, 20 en price to free cash flow. Voilà. Bon, là, c'est le prix de la qualité. Vous êtes, et encore, ça pourrait être plus cher. Bon, à 15, c'est pas donné non plus. Moi, mon seuil de valorisation raisonnable, c'est 12 pour une boîte de croissance. Ici, on a 15. C'est un peu cher. Mais le PEG ratio est à moins de 1. Donc, la croissance est sous-valorisée. Donc, le PEG ratio, c'est PER forward, donc le ratio coût-bénéfice sur les 12 prochains mois divisé par la croissance des bénéfices des 12 prochains mois. Donc tout ça est estimé par les analystes, donc attention quand même de l'estimation d'analystes. Ça vous dit que vous payez 98 centimes, 1 euro de croissance des bénéfices. C'est quand même pas mal, c'est pas cher. On est à 67% de rendement des capitaux investis, c'est colossal. Pourquoi est-ce qu'ils ont une telle rentabilité? En fait, ils ont un modèle d'affaires qui est complètement asset light. Ils ont un BFR qui est ultra négatif puisqu'ils reçoivent des avances pour leurs commandes. Et ils ont un poste fournisseur qui est hyper élevé, donc ils ont de levier naturellement. Et en plus, ils ont des taux de marge opérationnels qui sont exceptionnels parce qu'ils ont un moat, c'est leur brevet, en fait, c'est leur savoir-faire qui fait qu'ils peuvent mettre une hausse de prix comme ils l'entendent. On est sur du cash net, ça appartient pas aux actionnaires, c'est plutôt ça appartient aux clients, donc ça ne sera pas redistribué sous forme de dividendes exceptionnels, mais il y a du dividende sympathique. On a 4,4% de rendement du dividende, 76% de free cash flow. Dividende sécurisé, ça a l'air élevé comme ça, mais en fait, ce payout ratio, mais c'est pas une boîte qui a besoin de réinvestir massivement. Donc ils peuvent verser une grande partie de ce qu'ils génèrent en free cash, en dividende, et réinvestir une petite partie dans la croissance. Vu qu'on est sur un modèle d'affaires asset light, il n'y a pas besoin de réinvestir massivement. Donc GTT, c'est une pépite, c'est vraiment un très 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 bon dossier de la côte parisienne. En ce moment, le contexte les aide beaucoup. Évidemment, c'est un peu cher maintenant. Donc si on fait ça pour du dividende, je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Si on fait ça pour essayer de faire des plus-values et un coup un peu plus des gains en capitaux, je pense qu'il vaut mieux attendre un meilleur point d'entrée. Mais pour du dividende croissant, oui, c'est une bonne idée. Française des jeux, on est dans les jeux d'argent. Monopole étatique. Donc il y a l'État au capital, c'est un marché réglementé. Donc moi je pense que ça c'est très très dangereux. On a 6 milliards d'euros de market cap, on est sur 14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a une acquisition au milieu, celle de Kindred. On est à 7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 27 en PE, 9 en price to free cash flow. C'est value, c'est complètement value, mais à raison, on l'a dit, c'est trop dangereux. On a 12% de rendement des capitaux investis, une bonne rentabilité, en même temps il n'y a pas d'actifs immobilisés, le BFR est négatif. On est sur une dette nette sur EBITDA 1,7 fois et 164% des fonds propres. Donc attention quand même, la dette est un peu élevée. Bon, en termes d'EBITDA, ça n'est pas le cas. En termes de fonds propres, c'est un peu élevé, mais ils n'auront pas de mal à rembourser, à mon avis. Pourquoi est-ce que ça a monté? L'acquisition qu'ils ont faite récemment. 8% de rendement du dividende, c'est énorme et on est bien sécurisé avec 67% des free cash flow. Trop dangereux. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve que c'est trop dangereux de faire du FDJ. Ensuite, on est sur Arkema. Produits chimiques. Donc, vous le savez, les produits chimiques, la chimie en général en Europe, c'est le cataclysme, c'est la débâcle complète. Surtout les Allemands, ils sont défoncés à cause du prix de l'énergie en fait. Donc, il y a deux choses. Il y a même il y a le, on va dire, le cycle industriel encore baissier. Enfin, ça y est, il se rétablit. Mais pendant 3 ans en Allemagne et même en France, mais on le sent moins parce qu'il y a moins d'industrie en France. Le cycle industriel était complètement à la ramasse. Maintenant, ça se reprend un petit peu. Mais là, maintenant, on a le bonus du prix de l'énergie qui est hyper élevé et les producteurs de produits chimiques sont très dépendants de l'énergie, du coup de l'énergie. Donc là, ça va leur péter leur marge à nouveau. Donc là, on va avoir une rentabilité qui va repasser en négatif sur Arkema, à mon avis. 5 milliards d'euros de market cap, 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il n'y a pas de croissance. On est à 6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, les bénéfices sont à 0, donc le multiple est dans les nuages. 12 en termes de price free cash flow, c'est normal. Il ne faut pas faire du capex actuellement vu qu'on est dans le marasme. Bon, rentabilité médiocre. On aurait pu espérer que le bas de cycle ait été dépassé et que ça se reprenne.
Mais en réalité, avec le prix de l'énergie aussi élevé, je pense que ça va mettre un coup de bambou sur Arkema. On est à 1,9 fois les bidas en dette nette, 35% des fonds propres. On va dire que c'est maîtrisé, mais c'est un peu élevé. Donc attention, 6,2% de rendement du dividende, 82% des free cash flow. Pour du dividende, absolument pas. On ne doit pas faire du Arkema. C'est très très dangereux. C'est plutôt une boîte cyclique, spéculatif du coup, et on peut en faire si on est prêt à prendre des risques sur les boîtes cycliques. Un rentier ou quelqu'un qui cherche du dividende croissant. Le dividende croissant, l'idée derrière, c'est qu'on a des titres qui sont un peu moins volatiles parce que cette augmentation du dividende et ce versement de dividende permet d'atténuer un peu la volatilité. Bon, si vous faites du Arkema ici, en fait, c'est contre-productif. Donc, vaut mieux passer son chemin. Téléperformance. On est dans l'outsourcing de process métiers. Ils ont aussi les services spécialisés qui, d'ailleurs, ne fonctionnent pas très bien dans les derniers rapports. Ce que j'ai lu, et donc on est sur une boîte qui a plus de croissance. Il y a vraiment eux, par contre, ils sont disruptés par l'intelligence artificielle, c'est clair. Et en fait, on a regardé des reportages sur ce qui se passe aux Philippines. Le taux de chômage augmente très très fortement parce que c'est un secteur qui était très dépendant justement de l'outsourcing et on va dire des services à faible valeur ajoutée. Donc Téléperformance, leurs services vont être remplacés parce que LLM le fera très bien. Donc là, il y a le président du conseil d'administration, le président du conseil d'administration, l'ancien ministre de l'économie marocain, qui monte au capital, là, il se renforce. Et à mon avis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir la boîte de la cote et qu'il y aura une petite OPA après que le cours est complètement dévissé. Donc pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge sur Téléperformance. On a 3 milliards d'euros de market cap, 12% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On a 4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 6 en PE, 2 en price to free cash flow. Ça vaut rien. Ça vaut rien, mais souvenez-vous, quand on fait une actualisation de flux de trésorerie, il y a les flux de trésorerie sur les années, les X années que vous voulez, et la dernière année, on prend la valeur terminale. Quelle est la valeur terminale de Téléperformance? Il n'y a aucun actif. Le bilan, si vous regardez dedans, il n'y a que des écarts d'acquisition, puisqu'ils ont fait de la croissance externe. Donc c'est que de l'intangible. On a de la main-d'œuvre qui est entraînée, ça a de la valeur, sauf que le turnover est énorme. On a le dossier client, établir la relation client, ça a de la valeur, sauf que ces clients, ils peuvent se tourner vers l'intelligence artificielle. Donc, en fait, ici, il n'y a que les flux de trésorerie sur les années qui restent avant l'extinction de la boîte. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est valorisé aussi peu cher. 8,5% de rendement du capital investi. Bon, c'est pas intensif en capital comme métier normalement. La rentabilité est pas énorme. C'est surtout qu'en fait, c'est un marché qui est très compétitif et les taux de marge sont bas. Donc, ils n'ont pas de pricing power du tout. Il n'y a aucun pricing power. On peut simplement jouer sur les coûts, baisser le coût de la main-d'œuvre en la remplaçant peut-être par de l'IA. Mais ils sont trop lents pour le faire, pour le mettre en place, donc ils se font remplacer. 2,1 fois les bidas en dette nette et 97% des fonds propres, ça montre que l'allocation du capital n'est pas terrible. On est dans un marché qui est en train de tomber et ils ont continué à faire des acquisitions. C'est pas bon ça. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est ce dividende, oui, il est bien. Alors 18%, je suis pas sûr que ce soit le vrai chiffre du free cash flow, il faudrait le retraiter. Mais il est sécurisé ce dividende. Mais ce qu'il faut faire, c'est racheter des actions à fond et arrêter de faire du capex et arrêter de faire des acquisitions. Et ils l'ont pas fait. Donc Téléperformance, moi je pense que c'est trop compliqué. Trop compliqué. Valeo. On est dans le secteur auto à nouveau, mais on est sur un équipementier auto. Contrairement aux constructeurs auto, les équipementiers s'en sortent pas trop mal en réalité. On a 3 milliards d'euros de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a de la croissance quand même, encore un petit peu. On est à 3 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 13 en PE, 2 en price to free cash flow. C'est pas très cher. Et on est sur un rendement des capitaux investis qui est à 6,5. Donc ça, c'est un rendement qui est plutôt un rendement de bas de cycle. Donc là, on détruit de la valeur, clairement. Mais en haut de cycle, je pense qu'ils peuvent quand même taper les 8-9. Là, on est un peu bas, donc oui, on est en souffrance, c'est normal. On a vu 7 fois les bidas en dette nette, 122% des fonds propres. La dette est maîtrisée, même par rapport aux fonds propres, à la limite, c'est pas très grave. Vous savez, on regarde les fonds propres, mais il n'y a qu'un seul cas de figure où on rembourse la dette avec les fonds propres, c'est quand on a fait faillite. Donc on peut faire faillite, et là, en termes de bidas, on est quand même bien couvert. 4,2% de rendement du dividende, on est à 7% des free cash flow. Ce dividende sécurisé, il est généreux. Est-ce qu'un rentier ou quelqu'un qui cherche du dividende croissant peut être serein sur ce dossier? J'en doute un petit peu. Ouais, un peu compliqué. Verallia. Donc on est dans l'emballage en verre. Donc alors gros débouché, c'est évidemment les spiritueux, vins spiritueux. Vous savez, c'est complètement la débâcle depuis maintenant 3 ans sur tous les acteurs du secteur. Mais bon, je regarde principalement Pernod Ricard qui a fait l'actualité récemment puisqu'ils vont fusionner potentiellement avec Brown-Forman, le propriétaire de Jack Daniel's. Bon, pour Verallia, si les clients sont dans la galère, eux sont aussi dans la galère, forcément. 2,4 milliards d'euros de market cap, on est à 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, pour l'instant, c'est de la décroissance, ce qu'on a.
6 en valeur d'entreprise sous EBITDA, 23 en PE, 7 en presse free cash flow. Du coup, ça vaut rien. On est à 9% vraiment des capitaux investis. À la rigueur, c'est pas trop mal parce que c'est un métier qui est intensif au capital et on a un bas de cycle. Donc, même en ce bas de cycle, ils arrivent quand même à créer un petit peu de valeur, à mon avis. Alors, par contre, la dette, là, il faudra m'expliquer pourquoi ils sont endettés parce qu'ils font du capex et des acquisitions comme des malades. Mais en bas de cycle, c'est pas très intéressant. On est à 2,5 en termes de dette nette sur EBITDA et 200% des fonds propres. C'est un peu élevé quand même, hein. Attention, 5,6% de rendement du dividende, 71% de free cash flow. Bon, la question sur Verallia, c'est quand est-ce que les clients vont repartir? Sinon, ils sont un peu endettés quand même. Donc, pour un dossier dividende croissant, ouais, à la limite, peut-être être plus prudent que ça et pas faire du Veolia. Ensuite, on est sur électricité de Strasbourg. On est dans la distribution et la production d'électricité. Alors, la production d'électricité qu'ils font, c'est plutôt de la biomasse. On est en Alsace. Attention, c'est une filiale de EDF, donc ça veut dire État au capital. Et en plus, c'est un marché réglementé. 1,8 milliard d'euros de market cap, 13% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est énorme vu le secteur d'activité, donc très bien. Là, il gagne des parts de marché de malade en fait. 4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 10 en PE, 11 en presse free cash flow. C'est value. Le PEG ratio est en dessous de 1, c'est value. 25% de rendement des capitaux investis, c'est quality. Même du cash net pléthorique. Peut-être que ça appartient au client, je le pense. En revanche, il verse un dividende ordinaire de 5,1%, 54% des free cash flow, ça va continuer à augmenter. Donc, électricité de Strasbourg, pour moi, c'est un très bon dossier. Maintenant, État au capital, marché réglementé. C'est pour ça que, bon, je pense qu'il vaut mieux être un peu prudent là-dessus. Mais si vous n'avez pas ces critères dans votre stratégie d'investissement, on peut en faire, hein, pourquoi pas. Allez, ensuite, Ipsos, on est dans alors, on est dans les médias, net, mais c'est pas les médias. On est dans les sondages, les études de marché, les enquêtes d'opinion. On est dans data science. Est-ce que ils vont se faire remplacer par l'IA? Moi, j'ai déjà donné ma position là-dessus sur Ipsos, mais je ne pense pas parce que ils ont une vraie valeur ajoutée. On est dans la data science. Vous employez des statisticiens de haut niveau, des data scientists de haut niveau, qui eux-mêmes, en fait, s'y connaissent, hein, en machine learning, et en LLM et compagnie, à faire des prompts. Ils savent faire tout ça. Ils savent l'intégrer dans leur process et ils ont de la donnée propriétaire. Donc ça protège. La donnée propriétaire, c'est, on va dire, un moat face à l'IA. On est à 1,7 milliard d'euros de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est surtout de la croissance plutôt externe, hein, qu'ils font, puisqu'en organique, il n'y a plus beaucoup de croissance. On est à 5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 8 en PE, 7 en presse free cash flow. Complètement value, 10% de rendement des capitaux investis, bonne rentabilité. Normal, c'est pas intensif en capital. Une fois les EBITDA en dette nette, 23% des fonds propres. La dette est maîtrisée, 5,9% de rendement du dividende, 37% des free cash flow. Bon, ben, on est sur une boîte qui, à mon avis, a tout à fait les moyens de continuer à verser ce dividende qui est quand même sympa, hein, 6%, et c'est un tiers des free cash flow. Donc, si le cours reste à ce niveau, le multiple reste à ce niveau, bon, ben là, vous allez tranquillement chaque année, vous avez votre 5-6% qui vous rentre dans la poche, hein. Peut-être qu'ils vont se faire remplacer par l'IA, mais bon, vu la qualité de leurs prestations, leur niveau de valeur ajoutée, et je pense que ça ne sera pas dans les 5 ans, peut-être au-delà, mais avant 5 ans, je pense pas. Donc en un an, vous avez quand même du dividende sympathique qui continue d'augmenter en plus. Et enfin, on est sur Total Gabon, on est dans la co-entreprise avec le gouvernement gabonais, attention, hein, quand même. On est sujet à des coups d'État de temps en temps au Gabon, entre Total Energy et le gouvernement gabonais. Donc 1 milliard de market cap, c'est une boîte qui est gérée en décroissance. En fait, ils ne réinvestissent pas. Il s'agit juste d'améliorer les champs existants de pétrole. On est sur une décroissance, donc ça vaut rien. 3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors les free cash flow sont négatifs. Il faudrait que je regarde, mais je pense qu'ils ont quand même passé des capex. Et on est sur... il y a une décote sur actifs tangibles. Tiens, 10% de décote sur actifs tangibles, ok. Et une rentabilité qui est faible. Mais en réalité, le ROIC, si vous vous souvenez, résultat d'exploitation moins impôt sur les sociétés, ça embarque déjà les dépréciations et amortissements. Hop, et c'est divisé par l'actif immobilisé, plus le besoin en fonds de roulement. Bon. Ici, sur Total Gabon, en fait, c'est une machine à cash. Il faut regarder plutôt les cash flows opérationnels et vous savez que le résultat d'exploitation, c'est après dépréciation et amortissement. Donc on est sur déjà du non-cash là-dedans, alors qu'on génère beaucoup de cash sur Total Gabon. L'autre point, c'est que la dette, la trésorerie est abondante. On est presque 2 fois les bidas en trésorerie nette. Donc ils versent un dividende qui est copieux, même si c'est versé peut-être à crédit, mais en fait ils piochent dans la trésorerie sans problème. 9% de rendement du dividende et de temps en temps, ils font un dividende exceptionnel. Bon là, le cours des hydrocarbures est hyper élevé sur 2026, depuis, on va dire, depuis un mois et demi. Bon, à mon avis, si ça se maintient,
L'année prochaine, ils auront encore une trésorerie hyper abondante et ils feront un dividende exceptionnel. C'est déjà arrivé qu'ils fassent un dividende exceptionnel qui représente 30% de rendement, hein. Donc, enfin 20% de rendement avec, et 10% avec l'ordinaire. Donc, ça se regarde. Voilà. Donc, si on regarde les principaux dossiers en termes de croissance du dividende, enfin dividende croissant, en numéro 1, c'est GTT. Sans aucun doute, très belle boîte, très belle qualité, un peu cher maintenant. Mais ça se regarde évidemment. En numéro 2, on pourrait faire du électricité Strasbourg. Attention, état au capital, marché réglementé. En numéro 3, on pourrait faire du Ipsos, absolument. Est-ce qui résiste au narratif IA? Moi, je le pense. En numéro 4, qu'est-ce qu'on pourrait faire du Publicis? Oui. Je pense également qu'il résiste au narratif IA, par l'impact de l'intelligence artificielle. Et en numéro 5, on pourrait se faire du Michelin. C'est un peu cyclique, mais eux, il n'y a pas de thématique IA pour le coup. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.